Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est iWeek, toute l'actu Apple, alors en live ou presque ce soir, puisque pour une fois l'émission est enregistrée, il est 17h20, donc on est à 2h30 de la diffusion de l'émission enregistrée, parce qu'elle ne pouvait pas avoir lieu en direct ce soir. En tout cas, on est au rendez-vous comme toutes les semaines avec les amis et trois des visages que vous connaissez. Alors je vous les représente, je suis très heureux de les avoir avec moi à nouveau pour décrypter l'actu de l'écosystème Apple. Je vais commencer par le plus gros casque des trois. Et oui, c'est toi, Teddy. Salut, comment vas-tu ? Salut Benjamin, ça va très bien. Et oui, mon momentum de Sennheiser, j'y tiens tellement. Eh ben écoute, ravi de t'avoir à nouveau avec nous. Ravi d'être là aussi. On va continuer, on va avancer d'une case et on va saluer Grégoire Martinez, l'actu techno. Salut Grégoire. Coucou Benjamin, ça va ? Eh ben écoute, ça va très très bien et toi ? Bah oui, ça va. De retour. Eh ben ravi de te retrouver dans iWeek comme souvent. Comme souvent, un peu moins ces derniers temps, mais là ça va plein. Là ça va recommencer normalement. Bah écoute, on compte sur toi parce que tu nous as un petit peu manqué pendant toutes ces semaines où tu étais très occupé ailleurs. Heureusement, on a pu compter sur les piliers et parmi les piliers d'iWeek, je veux évidemment saluer Elie Abitbol. Salut Elie. Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Comment ça va Elie ? Écoute, ça va. Il fait beau. Ah, ça se voit. Presque. Ça se voit, tu as un beau contre-jour aujourd'hui, donc c'est qu'il fait beau. Non, mais écoute, au moins on a le soleil avec toi, c'est pas plus mal comme ça. Bon, le programme est chargé aujourd'hui, il y a pas mal de choses. On va évidemment beaucoup parler de l'Apple Watch que vous avez continué à tester ou à attendre ou à ne pas désirer, on va en parler. Voilà, aussi de l'actu du côté du MacBook, je crois que tu en as un pas loin de toi, Elie. Donc on se retrouve dans une poignée de secondes pour entrer dans le vif du sujet de cette iWeek numéro 30, saison 2. Et le premier sujet du jour, c'est l'événement qui approche, puisqu'on est à un mois et 3 jours de l'ouverture de la WWDC, la conférence mondiale des développeurs Apple, qui aura lieu à San Francisco. Et on commence à parler de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait être annoncé. On sait traditionnellement que c'est un événement qui sert à Apple à présenter les nouvelles versions majeures de ses systèmes d'exploitation. Donc on s'attend évidemment à entendre parler du successeur de Yosemite, aussi d'iOS 8.9, je me trompe pas. Mais il pourrait aussi y avoir du matériel, alors un peu ou beaucoup, Elie. Qu'est-ce que tu as eu comme rumeur ou comme info? À chaque fois qu'il y a un événement un peu majeur dans l'univers Apple, toutes les rumeurs, ça y est, c'est parti. Donc on parle beaucoup d'un Apple TV redesigné, ça fait un moment déjà. Tout à l'heure on disait, est-ce que les iMac vont être speed bumpés ou changés parce que les délais s'allongent? Voilà, donc principalement c'est ça. Est-ce qu'il y aura enfin le MacBook Pro 15 pouces Retina que nous attendons tous? En tout cas, ceux qui font du montage vidéo et des applis pro, donc c'est un peu la machine haut de gamme qui nous manque. Principalement, c'est ça. Sinon, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les OS, on n'a pas beaucoup entendu parler de nouveautés, mais plutôt de stabilité. Apple a fait une enquête auprès des utilisateurs qui disent, plutôt que de rajouter des nouvelles fonctions cette année, stabiliser le tout. C'est vrai que Yosemite est un petit peu déçu de ce côté-là jusqu'à maintenant, et même les mises à jour n'ont pas encore complètement résolu justement les premiers problèmes de stabilité. Oui, je trouve que la 10.3 n'a pas vraiment amélioré les choses.
Alors, le sujet du jour, en tout cas à propos de la WWDC, c'est la nouvelle génération d'Apple TV qui est attendue pour donc le mois prochain. L'Apple TV, c'est ce boîtier qui se branche à la télé et qui communique sans fil en Wi-Fi avec tous vos appareils, que ce soit les Mac ou les iPhones, les iPads. Et on parle d'une nouvelle télécommande avec un pavé tactile. Oui. Ouais, touchpad, Oui, ouais. Alors, l'info, elle est dans le New York Times. Apparemment qui est bien renseigné. Qu'est-ce que ça permettrait de faire d'avoir un pavé tactile sur une télécommande d'Apple TV? On va rappeler qu'aujourd'hui c'est une télécommande qui est simplissime puisqu'il y a quoi? Il y a 3 boutons, c'est ça, hein? Oui. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça aurait comme intérêt? D'être encore un peu plus peut-être dans le minimalisme. Parce que là, c'est vrai et d'être homogène aussi avec les autres produits. Ouais. Tu veux dire moins que 3 boutons, c'est déjà trop, c'est ça? Dans leur esprit, c'est pas impossible, ouais. Ouais. Oui. Ils ont un peu testé ça, puisque dans l'application Remote qui est livrée, par exemple, dans iOS, que tu peux utiliser sur un iPhone ou un iPad, tu peux piloter ton Apple TV avec un système déjà de touchpad. Donc, ils ont pu tester à quoi ça sert. Donc, on retrouverait le même esprit, finalement. Oui, et puis surtout, si jamais la rumeur, puisque là-dessus, il y a beaucoup de rumeurs sur ce que ferait ou ne ferait pas ce nouvel Apple TV. On a parlé de chaînes de télé, on a parlé de streaming, on a parlé d'apps, parce qu'aujourd'hui, si c'est pas Apple qui le fait finalement, c'est les autres qui vont vraiment prendre le pas, que ce soit Google ou Roku ou les autres. C'est-à-dire que ce qui manque à l'Apple TV d'aujourd'hui, c'est des apps. Ouais. C'est des petites choses qu'on pourrait utiliser sur sa télé. Et pour des apps, un touchpad, c'est bien. Ouais. Donc on parle clairement d'un App Store qui serait dédié en fait à l'Apple TV, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ce qu'on attend un peu tous. Hein. Enfin, moi, j'ai un boîtier Apple TV déjà depuis 2-3 ans. C'est vrai que s'il y avait un App Store, ça renforcerait son intérêt, parce que pour l'instant, c'est assez limité quand même. Ouais. Alors, il faut quand même se souvenir que la télécommande de l'Apple TV, donc à 3 boutons, la première télécommande de Google TV en avait 78. Donc, bon, en termes de simplification, l'Apple TV s'en sortait déjà pas si mal. On parle aussi de l'intégration, de l'arrivée de Siri dans Apple TV, donc on pourrait tout commander à la voix, c'est ça? Oui, et d'ailleurs, l'intérêt de cette évolution de Siri, c'est que cette télé Apple dont on parle depuis des années, dont Steve Jobs avait un tout petit peu parlé, ce nouveau paradigme de pouvoir mieux utiliser la télé, que Steve avait dit avoir craqué au bout de 10 ans d'études, tout le monde pensait à Siri à l'époque. Et donc, si Apple ne sort pas une vraie télé, il pourrait sortir un Apple TV très évolué. L'avantage, c'est qu'évidemment, il s'adapterait sur tous les écrans du marché, et ça serait évidemment beaucoup plus intéressant que d'avoir des propres dalles Apple, alors qu'aujourd'hui, Samsung, Sony et tous les autres sont très largement majoritaires. Et donc, Siri pourrait être une interface assez extraordinaire pour piloter une télé, parce que Siri est de plus en plus intelligente. Tu as vu que maintenant, ils ont un nouveau système multi-serveur extraordinaire. Cette semaine, ils ont publié des infos là-dessus. Et donc, si on pouvait, à travers cette télécommande et à travers Siri, dire cherche toutes les chaînes où il y a un match de basket ce soir, ou enregistre la finale de The Voice sur TF1 la semaine prochaine, juste en disant ça et que le système se débrouille, pour pas mal d'utilisateurs, c'est vraiment une révolution. Bon, on va suivre ça, on sera finalement fixé assez vite, hein, puisque la conférence développeur Apple, ça commence le 8 juin, sans doute avec une keynote que vous pourrez évidemment suivre en direct sur Watch, et donc dans la foulée de cette conférence, toutes les infos sur sans doute ce nouveau boîtier pour la télé notamment. Autre sujet du jour, ça concerne les nouveautés annoncées lors de la dernière keynote, et en l'occurrence le nouveau MacBook qui se fait toujours aussi rare. Alors on peut lire qu'il est arrivé en tout cas en exposition, en démonstration dans les Apple Store en France depuis ce week-end, donc c'est très récent. Certains ont commencé à pouvoir l'acheter, alors vraiment dans des endroits très select, ou en tout cas avec un gros coup de chance, notamment à Las Vegas et au centre de Montréal, et je crois que Ellie, sans aller à Las Vegas ni à Montréal, tu as quelque chose qui peut nous intéresser à portée de main.
Oui, je vais vous le montrer. On a reçu, nous aussi, donc je pense que tous les APR français ont dû recevoir leurs unités de démonstration. APR, et là, il c'est... faut saluer APR, Apple Premium Reseller. Voilà. Oui. Donc revendeur Apple, monomarque. Voilà. Et Tu là, es l'un d'eux, saluer... tu es l'un d'eux et tu les représentes, tu es leur porte-parole. Exactement. Je suis président des APR déjà depuis quelques années. Et donc, pour une fois, je pense qu'on peut tirer un petit coup de chapeau à Apple. C'est certainement l'influence d'Angela Ahrendts, on en a déjà parlé, et de son initiative qu'elle appelle en interne One Apple, c'est-à-dire que tous les canaux et toutes les personnes qui travaillent avec Apple doivent à terme être traitées de la même façon, ce qui serait une sorte de révolution, puisque vous savez que traditionnellement les Apple Store sont un tout petit peu privilégiés, le online est toujours privilégié, et les APR traditionnellement étaient les laissés pour compte, et donc là il semblerait que les choses rentrent un tout petit peu dans le rang, et que donc nous on a reçu nos unités de démonstration en même temps que les Apple Store. Donc avec le pont, bon, ils n'avaient pas tenu compte qu'en France le 1er mai on travaille pas, mais sinon tout le monde a vu ça le 1er mai, et donc effectivement on a eu la surprise en revenant de trouver une boîte qui est assez surprenante. Donc ça c'est la boîte donc du MacBook, une toute petite boîte. Elle est toute petite, c'est vrai que le carton, je l'ai reçu aussi, je l'ai reçu ce matin aussi pour ne rien te cacher, Elie. La boîte est tellement petite que j'étais pas sûr que c'était ça. Oui, c'est un iPad. Exactement. Et puis après, en fait, voilà. Donc quand on déballe, ça c'est le modèle en or, donc le modèle, la nouvelle couleur. Et ce qui surprend, la première chose, c'est évidemment sa finesse et son poids. C'est totalement bluffant. C'est vraiment une machine extraordinaire au niveau design. Après, on peut discuter. On est en train de la tester. Je suppose que vous aussi. On va pouvoir vérifier. Est-ce que elle est aussi rapide? Est-ce que, enfin, aussi rapide ou aussi lente que certains l'ont dit. Donc l'écran est magnifique, vraiment. Ils ont fait des gros progrès dans le Retina de cette taille-là. Le clavier est surprenant. Parce que... c'est une des nouveautés, le clavier. Oui, cet effet papillon dont il parle, bon, moi je ne l'ai pas vraiment ressenti en effet papillon, mais on a l'habitude depuis des années et des années de taper sur des claviers de portable Apple, donc on a l'habitude de l'enfoncement des touches, etc. Et là, c'est une sensation très différente. On est très surpris au début, mais bon, on s'y fait. Il est un peu bruyant, je trouve. Sinon, l'illumination avec les LED est assez jolie. L'effet est assez joli. Donc là, ça, c'est tout le côté positif. Là, l'idée avec ce nouveau clavier, c'est même si on n'appuie pas au centre de la touche, c'est comme si on appuyait au centre de la touche en fait. On n'appuie pas de travers en fait. On appuie toujours à plat et voilà. C'est censé être mieux. C'est censé être mieux, mais ça surprend un peu au début. La façon dont les touches rebondissent, c'est un peu surprenant, mais bon, on s'y fait très vite. Elles sont plus larges que ce qu'on a l'habitude aussi, je crois. T'es dit. Elles sont plus larges, Elie, tu trouves que... Oui, il a raison. Absolument, je le vois maintenant par rapport à l'autre, elles sont plus larges, tout à fait. Bon, l'autre question comme ça, c'est... pour moi, c'est un vrai problème, mais un seul port et cette USB-C... Alors oui, là on rentre dans les petits moins. On a déjà dit qu'il est magnifique, il est très beau, c'est vraiment un objet de design. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que peut-être qu'ils sont allés un peu trop loin au niveau du design. Le pouvoir au designer, c'est bien parce que ça fait des beaux objets, mais quelque part, ce sont des ordinateurs. Donc quelque part, il faut laisser... Oups, je vais couper, pourtant j'avais... Excusez-moi. Alors en plein direct, normal. Je pense que ce sont tes fans, Elie, qui t'appellent. Et pourtant ils savent... Ah bon, non, en plein direct, ils veulent encore que tu leur parles. Désolé, là c'est bon, j'ai coupé. Ah là là, donc... donc l'USB-C, alors, voilà, tu disais que les designers, à un moment, il faut leur dire stop, quoi. Exactement, parce que c'est bien d'avoir un ordinateur très pur, il n'y a pas de trous, parce que c'est vrai que les ports de connexion USB ou autre, c'est un peu disgracieux, mais ça a quand même son utilité, donc il faut pas les négliger, sinon à un moment donné, on va avoir des objets qui vont être très beaux, mais qu'on ne pourra pas utiliser. Et donc l'USB-C, il a pour moi un seul port, trop peu. Et après l'USB-C, donc voilà le petit connecteur USB-C, et évidemment je l'ai essayé.
Et d'abord, il rentre un tout petit peu à pression dans cette prise. C'est pas aussi souple qu'un connecteur USB habituel ou encore moins qu'un MagSafe. Et une fois que vous avez branché donc le connecteur sur le MacBook, vous n'avez pas intérêt à tirer sur le câble parce que le MacBook il part avec le câble très très vite. Donc il va y avoir des accidents. Moi, en 10 minutes, j'ai failli le faire tomber et c'était le seul exemplaire qu'on avait. Donc un petit moment d'angoisse quand même. Bon. Oups. Le câble que tu viens de nous montrer, Élie, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Eh bien, écoute, il y a 2 connecteurs USB-C. C'est USB-C vers USB-C. Donc, et généralement, évidemment, en tout cas dans la boîte, il livre le petit transfo Apple nouvelle génération avec une prise USB-C. D'accord. Donc, ça se branche, quel que soit le sens. Donc ça, maintenant, on a l'habitude avec le Lightning. Et donc, voilà le transfo avec le câble, avec le connecteur USB-C du nouveau MacBook. Ouais. En fait, il faut exercer à peu près la même pression que pour le Lightning, en fait, c'est ça ? Il y a un petit cran à passer ? Non, moi j'ai trouvé que c'était plus dur. J'ai été surpris. Oui. D'accord. Bon, écoute, j'espère que tu vas adopter ce MacBook. On va, en tout cas, nous aussi faire les tests de notre côté. Écoute, je pense qu'on peut se donner rendez-vous si tu es là la semaine prochaine pour confronter nos impressions sur ce MacBook. Moi, je suis assez réticent. Depuis le départ, je suis pas convaincu par la philosophie de cet ordinateur. Par l'USB-C. Oui, par l'USB-C. Je le trouve trop cher, pas bien positionné. Par rapport au MacBook Air, j'ai du mal à comprendre son intérêt finalement. Écoute, moi, honnêtement, je suis pour l'instant un peu déçu du temps de mise en route, mais je trouve que ça s'est un peu amélioré. C'est-à-dire que quand je l'ai déballé, évidemment, je fais les réglages habituels, chercher le réseau Wi-Fi, régler l'autonomie, etc. Et tu lances réglage système, tu commences à cliquer sur des choses, contrôle à distance, partage de fichiers, des choses comme ça, et la machine ne répond pas à tel point que je me suis demandé s'il n'était pas en panne, s'il n'était pas bloqué, donc j'ai recliqué, du coup ça a réagi avec 30 secondes de retard, et ce que j'avais activé, il l'a désactivé, donc la mise en route était laborieuse et lente, mais j'ai trouvé qu'après ça s'améliorait, donc est-ce qu'il y avait des petits process d'installation qui étaient en tâche de fond, et bon, en tout cas... c'est bizarre quand même, sur un ordi flambant neuf avec... pléthore d'espace disque, c'est curieux quand même. Oui, j'étais surpris. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème ? Et puis après, j'ai lancé Safari, j'ai lancé 2-3 applis qui avaient l'air de réagir correctement. Donc je réserve mon opinion, le temps de faire des tests un peu plus poussés et puis le temps de voir si Apple nous livrerait pas par hasard un modèle haut de gamme, puisque tout le monde a dit que le modèle haut de gamme était nettement plus rapide que le premier. C'est quel modèle que tu as là, Élie ? L'entrée de gamme a déjà 1400 €, donc c'est quand même de l'entrée de gamme un peu cher, mais ce n'est pas le modèle à 1799 avec le processeur légèrement plus rapide et le SSD à 512. Donc c'est 256. Tu as le processeur à 1,1, la base ? Oui. Bon, j'ai le même que toi, donc on va pouvoir... c'est le seul qui est livrable. Voilà, exactement. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le seul qui est livrable, tu as raison. On va passer au gros sujet du jour après cet impératif du MacBook. On va vous donner toutes les infos sur l'actu de l'Apple Watch, évidemment. Alors d'abord, avec une info qui est quand même... à la fois dérisoire et en même temps assez stupéfiante. Apple qui bloque les applis qui donnent l'heure sur l'Apple Watch. On ne prend pas le pied sur l'interface d'Apple. Enfin, Benjamin, tu devrais le savoir. On ne break pas son iPhone. Tiens, approche-toi un peu de nous, Grégoire. Sur son Apple Watch. Tu es un peu loin de nous et t'es un peu Schwartz. On voit pas grand-chose. Voilà. Redis-nous ça. On ne prend pas la main sur l'interface de son iPhone, donc on ne prend pas non plus la main sur l'interface de son Apple Watch. Mais en quoi le fait de donner l'heure dans l'appli pose problème ? Parce que ça prend la place de l'interface designée par Apple. C'est comme si tu mettais un launcher sur un téléphone iOS. Voilà, non mais la réponse, je m'en doutais, je la connaissais, Grégoire, mais je trouve ça quand même... C'est pas un peu ridicule, Teddy. On est d'accord qu'en pratique, c'est pas forcément... Teddy, toi qui es un homme réfléchi, qui analyse, qui prend du recul, qu'est-ce que tu penses de cette décision ?
Cette décision elle est effectivement ridicule, mais je pense qu'on va peut-être en parler. Mais au niveau donc il y a aussi l'application de France Musique là qui a été retirée pour des bêtises aussi. Enfin bref, ils prennent des décisions des fois chez Apple qui sont vraiment curieuses. C'est la France Culture, je pense. Ouais, ou France Culture peut-être. Alors c'est l'appli, c'est bien l'appli France Musique. Voilà, on va quitter le sujet de l'heure. Donc on a bien compris que voilà, si vous voulez développer une appli pour l'Apple Watch, évitez d'indiquer l'heure, sinon vous ferez immédiatement retoquer. Mais ça nous étonne pas, hein. Apple sur l'heure, étant donné que c'est une montre, ils sont très très frileux sur justement l'expérience de consultation de l'Apple Watch, à tel point qu'ils n'ont pas ouvert pour l'instant, alors qu'il y a une énorme demande aux développeurs, la possibilité de développer d'autres affichages dans l'application Apple, puisqu'il est prévu qu'on puisse avoir d'autres cadrans. Là, il y en a une dizaine, mais il y a un énorme marché pour sortir d'autres cadrans avec, en exploitant les fonctions de l'Apple Watch. Et pour l'instant, Apple ne l'a pas ouvert aux développeurs. C'est interdit. Au niveau des applications, ils sont frileux sur quand même pas mal de choses, parce que je vais raconter une anecdote vite fait, mais Benjamin, tu connais Mathieu Dos Santos qui fait Andromag et qui est rédacteur sur Android MT. Absolument. Et le magazine Android MT a voulu sortir une application sur iOS, comme ils en ont une sur le Play Store d'Android. Et leur application a été refusée simplement parce que dans le nom, il y a Android. Donc, voilà quoi. Non mais attends, ceci dit, tu rigoles, hein, mais tu sais que l'application, alors l'Actu Techno, il y a une application iPhone, iPad. La première version, la V1 qu'on a sortie il y a 2 ans maintenant, elle a été validée direct, sans souci, au bout d'une semaine, voilà. Et là, en octobre dernier, on sort la V2 avec l'adaptation iPad notamment. Et je reçois un mail d'Apple en me disant votre application a été refusée. Elle montre des images de produits Sony, LG et Microsoft entre autres. Alors là, à ce moment-là, j'ai fait non, mais là c'est pas possible. Il faut arrêter les bêtises. Donc j'ai fait appel de la décision. J'ai fait appel de la décision d'Apple en expliquant voilà, on est un média français, on traite des nouvelles technologies, on va pas arrêter de mettre des images. J'avais été très clair dans le message. J'ai dit non, on va pas arrêter de mettre des images de téléphone Android juste parce que l'application est disponible sur iOS. Et 24 heures plus tard, l'application était validée. Si ça peut c'est juste des fois, il faut juste des fois faire appel pour qu'ils se rendent compte de la bêtise de ce qui a été fait. Ouais, si ça peut te rassurer ou te consoler, Grégoire, on a été retoqué nous pour l'appli Watch parce que en fait on faisait appel à une des pages du site dans laquelle il y avait une bannière pour l'appli Android de la chaîne. Voilà. Et l'appli iPad, alors, donc il a fallu qu'on crée un système de détection d'appareils pour que dans le cas d'une ouverture de cette page sur un iPhone ou un iPad, la bannière ne s'affiche pas. Voilà. D'accord. Et parle-nous de l'appli iPad. Alors, quand est-ce qu'elle arrive, cette appli iPad ? Alors, écoute, je vais être tout à fait honnête, elle est en chantier depuis plusieurs mois. Elle est prête depuis un moment. Elle devrait arriver vraiment de manière imminente. C'est plus, on va dire qu'on a dû gérer d'autres priorités, puisqu'il va se passer plein de choses à la rentrée, dont je ne peux évidemment pas encore vous parler. Mais voilà, cette appli iPad, elle est quasiment là. On a quasiment plus qu'à la pousser sur l'App Store pour qu'elle arrive. Donc je vais vous tenir au courant très très vite. À propos de cette application France Musique qui a été refusée en tout cas sur l'App Store. Alors c'est notre ami Lionel de MacBidou qui a repéré cette info en scrutant le compte Twitter de Laurent Fritsch, qui est le directeur des nouveaux médias à Radio France. Voilà ce que Laurent Fritsch explique. Apple a dépublié, en fait c'est pas qu'ils l'ont rejeté, c'est qu'ils l'ont dépublié. C'est-à-dire qu'elle était publiée mais ils l'ont enlevée de l'App Store. Donc elle a dépublié l'appli France Musique pour cause de contenu adulte. Et alors le contenu adulte, et c'est là où c'est quand même assez stupéfiant, c'est que c'est une série d'émissions qui mettait notamment en avant ce tableau de Manet, Olympia, et émissions dans lesquelles on pouvait aussi entendre des chansons d'époque qu'on peut considérer ou qualifier aujourd'hui de chansons un peu paillardes, voilà, qui ont marqué leur temps. Il y a des chansons qui ont marqué leur temps. Il n'y a pas de quoi fouetter un quoi d'ailleurs on dit, je sais plus. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Merci Ali. Mais voilà, France Musique donc au piquet. Teddy, je crois que ça te
Ouais, ça te consterne. Ouais, parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que c'est pas spécifique à Apple, hein, on a droit à ça avec ce qu'on appelle les GAFA, Google, Facebook et compagnie, qui viennent des compagnies américaines, très puribondes, enfin en tout cas c'est l'image qu'elles veulent donner, mais bon, qui oublient qu'elles viennent d'un pays où tout le monde a un flingue à la maison, quoi, donc c'est un peu ridicule tout ça, je trouve. Ouais. Et oui, c'est la célèbre phrase « Cacher ce sein que je ne saurais voir », car le tableau est pas si explicite que ça. Mais bon. Absolument. Bon, on va souhaiter bonne chance et bon courage à nos amis de Radio France et de France Musique. Ce serait vraiment trop dommage que ces contenus disparaissent de manière définitive de l'iTunes Store et de l'App Store. On va rester en fait sur le sujet de l'Apple Watch. Alors évidemment, de plus en plus d'utilisateurs et forcément, il y a toujours des gens qui ont des petits soucis au contact de certaines matières et des premiers cas d'allergie à l'Apple Watch. Bon, oui, comme quoi, hein. C'est pas un Watchgate pour autant. Non, c'est pas. Non, ça arrive avec tout. Je sais pas si vous vous souvenez, là pour le coup, c'était vraiment, on aurait vraiment plus à qualifier ça de gate. C'est Fitbit qui avait sorti des bracelets. Je sais plus quel bracelet c'était. Ça devait être le Force à l'époque. Et qui créait des allergies monstrueuses, mais là pour le coup à tout le monde, parce que il contenait je sais plus quoi, c'était un métal, il contenait un métal particulier qui provoque des allergies à la peau. Ouais. Mais sinon, moi je suis pas inquiet, hein. Je vous révèle un petit secret, moi je suis allergique à absolument tout. Ils ont fait des tests, tu sais, quand ils te mettent des tas de trucs dans le bras. Et en fait, je suis allergique à tout. Et j'ai une Apple Watch et pour l'instant, ça va. Donc, je suis pas allergique. Donc, je suis pas inquiet. Bon, il y a des premières photos qui commencent à sortir. Alors, on voit bien qu'il y a des rougeurs. Bon, il faut pas non plus trop la serrer. Hein. C'est peut-être conseil de base, mais indépendamment du contact de certaines matières, il y a aussi le fait de peut-être trop la serrer ou voilà. Il y a des gens qui croient que pour que les capteurs marchent, il faut que la montre soit enfoncée dans le bras et c'est pas du tout le cas. Tu crois ? Oui, Apple le dit. Ils ont fait un petit truc, on a lu ça dans les infos techniques en disant attention, dites bien aux clients qu'il ne faut pas absolument serrer la montre à mort. Hein. Un simple contact avec la peau suffit. Voilà. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Apple prend suffisamment les choses au sérieux, on va dire, pour publier une page qui est dédiée à la sensibilité à certains matériaux. Oui. Apple précise que chaque matière qui entre en contact avec votre peau a fait l'objet d'une évaluation poussée, notamment des tests sur la composition des produits, l'utilisation des prototypes au cours de phases d'études, des évaluations toxicologiques et une collaboration avec des dermatologues certifiés. Alors vous retrouvez la liste des produits qui sont utilisés pour l'Apple Watch, notamment ceux qui peuvent provoquer effectivement des allergies. Donc il est question notamment du nickel et des métacrylates, qui sont utilisés pour le boîtier de l'Apple Watch et pour les bracelets, plusieurs types de bracelets, notamment la boucle milanaise et des bracelets en cuir, si je ne me trompe pas. Voilà. La boucle milanaise, le problème c'est que ça peut arracher des poils, mais à part ça, pour le reste. Tu en as fait l'expérience ? Quand je l'ai essayé à l'Apple Store, mais sinon pour le reste, non, moi j'ai une boucle plastique et mon poignet va bien. D'accord. Bon, on va dire un mot sur cette thématique de l'Apple Watch. Vous savez que Apple a mis un pied et même les deux dans plusieurs grands domaines, la santé et la domotique. La domotique, c'est avec un kit de développement qui s'appelle HomeKit, dont on attend d'ailleurs toujours les... Oui, on sait toujours pas trop ce que ça va donner. Hein. Voilà, les débouchés. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, avec l'arrivée de l'Apple Watch, Samsung prend une longueur d'avance sur Apple en sortant son appli finalement de pilotage domotique sur l'Apple Watch. Assez étonnant. Ça s'appelle Smart Things, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette course de vitesse finalement entre Apple et Samsung sur cette
c'est peut-être un coup de bluff, mais en tout cas, Samsung a pris les devants là en ce moment. Ça a toujours été un peu comme ça. Ils se sont toujours un peu fait la course, savoir qui sortirait son appli en premier, qui ferait ça en premier, qui serait le premier, qui copierait, qui arriverait à faire mieux que l'autre, pardon. Ouais. Enfin voilà, ça a toujours été la guerre. Moi, j'ai eu des infos, j'ai eu quelques infos par un des partenaires d'Apple qui sont cités, qui est Elgato, que vous connaissez. Bien sûr. Elgato a toute une série de capteurs de température, de détecteurs, etc. Et eux ont joué à fond dès le départ, 100% la carte de la compatibilité HomeKit. Et donc, je les ai eus récemment au téléphone. Ils me disent que eux, leurs détecteurs sont prêts depuis longtemps, mais que pour que ça marche, Apple a beaucoup insisté sur un protocole de sécurité, c'est-à-dire que les données sont chiffrées. Et donc Apple doit fournir à tous les fabricants, donc les 170 sociétés qui sont référencées sur le site Apple, une puce pour le chiffrement, c'est du chiffrement hardware. Et donc tant qu'Apple ne leur fournit pas la puce, tous leurs appareils, ils marchent pas. Enfin, ils marchent en test, mais ils communiquent pas parce que les données sont pas chiffrées. Donc ils sont tous dans une attente fébrile qu'Apple leur livre des puces de chiffrement qui vont certainement leur facturer. Mais voilà quoi. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que Samsung sorte déjà donc cette app qui est utilisable sur l'Apple Watch dès maintenant? Oui, et qui est HomeKit. Ouais. Non, ça utilise les protocoles de Samsung. Absolument, ouais. Ah ouais. Donc dans cette vidéo là, c'est une vidéo de 6 minutes qui est disponible sur le web, qui est une vidéo mise en ligne par la filiale de Samsung qui gère donc cette technologie SmartThings. Et là, je veux dire que Samsung a fait une vidéo avec des iPhones. Oui, c'est ça. En tout cas, ils expliquent comment installer l'app et comment utiliser SmartThings depuis l'Apple Watch. Donc là, on est sur la phase de paramétrage sur l'iPhone. Après, on va passer évidemment à l'Apple Watch, mais c'est assez étonnant quand on voit que Apple est capable de rejeter une appli comme l'appli de France Musique pour les raisons qu'on a évoquées, et dans le même temps de laisser passer l'appli de Samsung sur un sujet ultra sensible et ultra stratégique. Ouais, mais ils peuvent pas. C'est un peu, imagine, c'est un peu comme si Apple refusait de valider l'application YouTube ou l'application Google Maps. Non, mais je suis d'accord. La désastreuse que ça ferait. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est quand même étonnant. Voilà. Ah oui, mais ça après, oui, c'est. En même temps, c'est le problème, c'est que. Samsung, Google et tout ça sont tellement puissants et tellement présents médiatiquement que s'ils venaient à refuser l'application, ça se saurait forcément, ça fuiterait forcément, et ça leur ferait une publicité qui serait désastreuse. Tiens, regarde, on est sur l'Apple Watch là. Oui, absolument. Maintenant, que contrôle SmartThings? Parce qu'en fait, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était une application qui contrôlait en fait du Philips Hue. Et Philips Hue est déjà contrôlable sur l'Apple Watch avec l'application Philips. Effectivement. Donc c'est quoi? C'est une sorte de surcouche, tu veux dire, à la Samsung qui. Et d'ailleurs, en parlant de qui engloberait les produits de plusieurs fabricants, c'est ça? Absolument. Ce qu'il faudrait voir, c'est quels sont justement les SmartThings, parce que le protocole Hue, il marche déjà. Ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que ça pilote une alarme, est-ce que ça pilote éventuellement un détecteur de mouvement, des choses comme ça. Parce que tant qu'on est dans la domotique de base, c'est-à-dire allumer, éteindre des lumières. Non seulement celle de Philips fonctionne depuis le premier jour, mais ils ont sorti une version de IFTTT, donc qui elle permet de piloter de multiples protocoles sur l'Apple Watch. Alors justement, en parlant d'IFTTT et d'objets connectés, juste en un mot, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors IFTTT, ça veut dire If This Then That. Et donc, c'est un site web qui fait de l'agrégation de protocoles de plusieurs fabricants, qui permet, par exemple, à Philips Hue de communiquer avec une centrale d'alarme MyFox, par exemple, alors que leurs protocoles sont complètement différents. Et ils gèrent des scénarios sous forme de petites briques logicielles assez faciles à utiliser et qu'on peut télécharger. On peut se construire soi-même ces scénarios en utilisant plusieurs constructeurs et plusieurs protocoles. Donc, c'est assez rigolo. Et alors justement, puisque tant qu'on parle d'IFTTT et d'objets connectés, un concurrent d'IFTTT, mais juste sur le domaine des objets connectés, ça s'appelle Buzit, c'est français, c'est une start-up française qui fait ça. Et ça marche très bien, alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça permet en fait de lier des actions, c'est-à-dire que par exemple on peut dire que le soir, avant d'aller se coucher, on a un protocole, je sais pas, qui va être début de soirée ou nuit, ça va
ça va couper ou diminuer l'intensité lumineuse des Philips Hue, ça va augmenter le chauffage avec le thermostat Nest, ça va, voilà. Ça permet de lier tout un tas d'objets connectés de marques différentes, de sociétés différentes, via des scénarios, via des liens de causalité, et ça marche vraiment très bien. Et bah Voilà. très bien, voilà. Petit coup de cœur. Et bah ravi de le savoir, Grégoire. Toujours à propos de l'Apple Watch, l'interface évolue et les recommandations, ou en tout cas la charte de l'interface de l'Apple Watch évolue, puisque le site d'Apple a été mis à jour avec de nouvelles indications. Alors bon, j'avoue que je n'ai toujours pas d'Apple Watch, parce que je ne l'ai pas commandé, et que nos demandes auprès d'Apple pour l'instant sont en stand-by, comme on dit. Est-ce qu'il y a, Élie, toi qui t'en sers, des choses à améliorer dans l'interface de l'Apple Watch ? Oui, je pense qu'il faudrait en tout cas rajouter un contrôle pour savoir quelles sont les applications qui fonctionnent ou celles qui sont bloquées pour pouvoir les quitter. Parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que certaines applis sont instantanées, celles d'Apple généralement, donc on clique dessus, elles se lancent instantanément. Certaines applis, on a le petit cercle qui tourne, que certains connaissent sur les ordinateurs, ben ça existe aussi sur l'Apple Watch. Et au bout de 15 secondes, 30 secondes, il se passe rien, donc l'écran se noircit, donc du coup, on ne sait pas ce qui se passe, on réappuie sur la couronne digitale et l'appli continue à tourner, mais il se passe rien. Donc au bout d'une minute, on passe à autre chose, et moi plutôt je la désinstalle, parce que si l'appli ne me répond pas, je sais pas ce qui se passe, je sais pas quel peut être l'impact sur l'autonomie. Donc il faudrait qu'Apple nous explique comment quitter les applis qui bloqueraient et les applis inactives, parce qu'en fait on peut se dire qu'une appli qu'on a lancée, elle est toujours là, elle consomme de la batterie, mais elle ne fait rien, et du coup je ne sais pas si elle est en mémoire ou pas en mémoire. Et ça, c'est un réel manque aujourd'hui. Ok, bon, l'Apple Watch, donc à la fois côté interface et puis côté bracelet, on a beaucoup parlé du prix de certains bracelets, notamment le bracelet acier qui est autour de 450 euros. 499 euros. La nouvelle de la semaine, et même la nouvelle qui date d'hier, c'est que Apple a ouvert la voie à des bracelets qui pourront être fabriqués par d'autres constructeurs qu'Apple, puisqu'un site a même été ouvert avec les recommandations techniques pour ceux qui veulent fabriquer des bracelets. Ça, c'est quand même une bonne chose. Bah, Oui, c'est hyper important, c'est vrai. Alors, on s'en Mais c'est doutait un presque peu étonnant, parce qu'ils s'offraient un monopole là sur les bracelets. Oui, mais alors bon, en même temps, on l'avait déjà vu, en tout cas. Enfin, on pouvait s'en douter un peu, parce que je pense que tu l'as vu. On a reçu plein de communiqués de presse pour nous annoncer l'arrivée d'applications Apple Watch. Et sur pas mal de communiqués de presse, il y avait des bracelets qui n'existaient pas, en fait. On a vu passer par exemple un bracelet rouge qui pourrait très bien être un bracelet raid. Ça, c'était à la Fashion Week à Milan, là, il y a 10 jours. Non, mais même sur quand tu regardes, alors, c'est hotel.com, je crois, qui avait envoyé ça. Et leurs Apple Watch avaient des bracelets rouge raid. Il y avait des bracelets en métal qu'on n'a jamais vus aussi dans le catalogue d'Apple sur certains communiqués. Donc on pouvait se douter que ça arriverait, ou qu'il y avait quelque chose en préparation. Effectivement, c'est une bonne chose, parce que ça permettra d'offrir encore plus d'options de personnalisation à l'Apple Watch. Et de toute façon, ça aurait été très difficile pour Apple d'interdire ça, parce que une fois qu'on a vu comment était fait le système d'accroche, n'importe qui peut fabriquer un bracelet, entre guillemets. Ouais. Oui, donc Il y en a déjà beaucoup en Chine, je peux vous dire. c'est ça, voilà. Donc bon, ça, l'interdire aurait pas servi à grand chose. Apparemment, tu t'es fonctionné. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Tu t'es déjà renseigné sur les bracelets non officiels, t'es dit. Ah, j'en ai vu passer. En fait, j'ai relayé sur ma télévision une vidéo là, dans la semaine qui est faite par un blogueur qui est basé à Shenzhen, donc, et qui a testé déjà des bracelets en cuir à 10 euros et une autre matière, je sais plus laquelle, qui était un peu comme du plastique mais amélioré, on va dire, et qui était à 8 euros. Donc voilà. Et il y avait plein de coloris différents. Et visiblement, ça se trouve très facilement en Chine, en tout cas.
Bon, en tout cas, si vous voulez fabriquer des bracelets non seulement compatibles avec l'Apple Watch, mais qui pourront être validés par Apple, vous avez commencé à le voir sur ce PDF. Voilà, c'est quand même technique. Hein. Il faut, vous irez pas juste avec une paire de ciseaux et un bout de cuir. Non. Assez technique. Non, et puis Apple a sorti maintenant un label Made for Apple Watch, comme ils avaient fait Made for iPhone. Alors qu'est-ce que ça a comme intérêt, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que ce label est obligatoire ou pas, Teddy? Non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que si vous êtes fabricant d'accessoires, de bracelets pour l'Apple Watch, évidemment, si vous avez le label Made for Apple Watch, ça sera toujours mieux parce que vous serez mis en avant, notamment dans les Apple Store, par exemple. Mais c'est pas obligatoire. Simplement, pour avoir un droit à ce label, il y a des guidelines à respecter qui ont été justement rendus publics hier. Et notamment dans ces guidelines, j'ai vu un truc que moi j'ai trouvé un petit peu dommage. Par contre, c'est que il y a certains fabricants de bracelets qui avaient dans l'idée de sortir des bracelets avec batterie intégrée pour augmenter l'autonomie. Et ça, c'est interdit justement dans ces guidelines. Donc, s'ils sortent ces bracelets-là, ils n'auront pas droit au label Made for Apple Watch. Alors justement, il y a un inconvénient aussi. Hein, quand Teddy disait que c'était pas obligatoire, tous les produits qui ne seront pas labellisés Made for Apple Watch ne seront évidemment pas dans les Apple Store, mais ils seront pas non plus dans les APR et les autres vendeurs Apple. C'est-à-dire que nous avons une interdiction absolue d'avoir des produits qui sont pas labellisés Apple et c'est contrôlé 2 fois par an. Donc c'est très très strict. D'accord, ça rigole pas. Ah non. Alors, quand on parle de bracelets, il y a évidemment le design des bracelets. Il faut qu'ils soient aux bonnes dimensions, il faut qu'ils soient dans des matériaux qui savent résister à la poussière, au vent, à l'eau, etc. La liste, elle est sur le PDF qu'on vous a montré à l'instant. Il y a aussi ce que, entre guillemets, ce à quoi le bracelet peut se connecter ou pas. Et on reparle du ou des connecteurs qui sont cachés justement, on va dire dans ce pli dans lequel le bracelet vient se loger. Ce port, donc il y a un port avec 6 connecteurs, c'est ça? Oui. Apparemment, il pourrait servir effectivement à la recharge de la montre, ce qui n'est pas prévu par Apple, puisque le chargeur à induction, lui, puisque le chargeur à induction, lui, se connecte sur le dessous de la montre, hein, c'est ça, Elie? Oui, absolument. Alors, on a beaucoup parlé de à quoi pourrait servir ce port, qui est un port de diagnostic au départ, mais qui pourrait servir à autre chose le jour où Apple le décide. Mais c'est vrai que comme il est interdit d'avoir des bracelets de recharge, en tout cas, ça servira pas au départ à mettre des bracelets contenant de la batterie, puisque c'est interdit par Apple. Donc, on ne sait pas encore très bien. Maintenant, je tiens à rassurer les utilisateurs maintenant, au bout d'une douzaine de jours d'utilisation, et je m'en sers vraiment depuis 7h30 du matin jusqu'à passer minuit, la montre n'est jamais descendue à moins de 60% de charge. Hein. Donc la batterie, honnêtement, elle tient vachement bien. Bon, l'utilisation de ce port, justement pour prendre le relais, avec effectivement, il y a au moins un bracelet en préparation. Je crois dont le prix de vente sera $250 hein, de mémoire, qui va effectivement permettre un peu comme les étuis pour l'iPhone, hein, qui ont une batterie intégrée, de prolonger l'autonomie de la montre. Hein, en fait, c'est ça l'idée. Oui, on avait vu le dessin, c'était pas très joli d'ailleurs, mais bon. C'était pas très joli, effectivement. C'est peut-être aussi ça qui explique en fait qu'Apple veuille pas de bracelet avec batterie intégrée, c'est que ça a forcément cassé un peu l'esthétique des bracelets. Ouais, absolument. C'est Reserve Strap, hein, le nom de cette boîte qui prépare un bracelet avec batterie intégrée. Alors, L'autre bataille du moment, c'est ceux qui veulent contrer le prix de l'Apple Watch Edition. On a vu la semaine dernière qu'il y avait une solution, pas chère, hein, une dizaine d'euros, qui consiste à peindre le boîtier de l'Apple Watch avec une peinture or. Il y a des solutions qui sont plus proches de les faire chercher, on va dire, qui reposent sur de l'or véritable. Et ce sont les joailliers qui veulent reprendre la main en proposant finalement des solutions pour transformer une Apple Watch en Apple Watch en or à des prix qui sont bien inférieurs à ceux d'Apple, justement.
Ouais, alors on a vu, je sais pas, j'ai vu passer ça sur Twitter, mais je dois dire que j'ai pas creusé. Alors je peux t'expliquer. Il y a deux joailliers notamment qui proposent de transformer l'Apple Watch. Alors les prix sont assez contrastés, hein, parce que la première offre c'est $399. Ça suppose que vous envoyez votre Apple Watch, je t'ai bien dit Watch, hein, à ce joaillier, qui vous la renvoie 3 jours plus tard. En fait, je sais pas comment ils font, mais ils plaquent de l'or sur le boîtier, et donc ils transforment l'Apple Watch acier en Apple Watch plaqué or. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Il y a une autre solution qui là est plus luxueuse et plus véridique, on va dire. C'est celle que vous voyez là en bas de l'écran. C'est Golden Dreams. Alors là, il y en a pour $4,200. Mais vous ne fournissez pas la montre, donc vous achetez directement la montre à ce prix-là, et donc c'est un joaillier qui va proposer des boîtiers, alors qui sont également plaqués or. C'est pas de l'or massif. 24 carats jaune, 18 carats rose et 18 carats blanc. Les boîtiers sont faits en Suisse. Et ils expédient dans le monde entier, voilà, avec un choix de bracelets. Eux aussi vont profiter de l'ouverture d'Apple aux fabricants tiers, parce qu'il y a 160 bracelets en cuir d'alligator qui sont prévus, voilà. Pas très fan des cuirs d'alligator, mais bon. Non, mais la question va être si ces boîtiers sont approuvés par Apple, en tout cas ces traitements, parce que le fait de plaquer de l'or dessus sur une Apple Watch normale, si c'est pas approuvé par Apple, ça annule la garantie, parce que ça peut altérer le fonctionnement des capteurs et autre chose. Donc, s'il y a le label Apple et si Apple est d'accord, peut-être avec le produit à 4 000 €, ils seront d'accord. Celui à 399, si c'est fait un peu à la va-vite, il se peut qu'Apple ne l'approuve pas, et dans lequel cas, vous avez une Apple Watch qui n'est plus garantie. Ouais, bon, voilà. Même celui à 4 000 €, ce serait étonnant qu'il l'approuve alors qu'il propose un modèle... à 11 000. À 11 000, ouais, c'est sûr. Bon, toujours dans la série comment payer un petit peu moins cher, on voit arriver les premiers câbles, les premiers accessoires pour l'Apple Watch. De fabricants tiers, hein, donc ce chargeur à induction que vous voyez sur la photo, c'est pas celui d'Apple, c'est a priori le premier modèle proposé par un autre fabricant. L'intérêt, c'est qu'il est 2 fois moins cher, hein, puisqu'il est proposé à $15 au lieu de 29 pour la version. Les câbles chez Apple, leur spécialité, c'est pas le low cost, hein, donc bon. Non, mais la spécialité d'Apple, c'est détecter les câbles qui ne sont pas d'origine Apple. C'est ça, exactement. Sur l'iPhone, il suffit de mise à jour système pour que les câbles non Apple ne marchent pas. Donc sur l'Apple Watch, il suffirait d'une petite mise à jour pour que les câbles ne marchent pas non plus. Et puis, attention, qu'un câble non Apple, quand vous avez un problème sur un iPhone et un câble non Apple, normalement, le service technique est censé le signaler à Apple et ça annule la garantie. On ne charge pas un iPhone avec un câble non Apple. Bon, alors vous voyez, je vérifiais pendant que vous parliez, et donc je suis sur la page d'Amazon qui vend ce câble. Alors, d'abord, c'est pas le prix qui était indiqué. L'article parle de $15. Là, le prix de départ, c'est quand même $40, avec une réduction qui le met à 25. Donc on est qu'à $5 de moins que le prix Apple, donc je vois pas trop. Moi, je prendrais pas le risque. Je vois pas trop l'intérêt non plus, voilà. Par contre, il y a plein surtout qu'il est pas dispo. Oui, c'est ça. Il sera dispo le 31 mai. Oui, donc il y a au moins 3 ou 4 docks sur Amazon quand on cherche sur Apple Watch Dock qui vont être disponibles mi-mai et qui vont permettre de poser et de charger l'Apple Watch avec le câble Apple. Hein, mais il y en a au moins 3 qui sortent et qui sont assez jolis, qui vont permettre de poser soit l'Apple Watch toute seule, soit l'Apple Watch et l'iPhone et charger les deux en même temps. Et c'est pas mal. Donc il y a tout un marché d'accessoires, puisqu'une fois qu'on a son Apple Watch, évidemment le soir quand on la pose sur la table de chevet, on veut qu'elle soit un peu protégée pendant qu'elle charge, quoi. On la pose pas n'importe comment, en tout cas peut-être pas au début. Voilà. Bon, on va continuer à parler de l'actu de l'Apple Watch. Alors vous le savez, elle est bardée de capteurs. Une utilisation assez étonnante du capteur de battement, de rythme cardiaque. Alors, avec une info qu'on a
plus ou moins de mal à croire les uns et les autres. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer les images de cet heureux événement, comme on dit. Regardez, c'est un tout petit bébé. Hein. Il a 24 heures, ce petit bout. Et vous le voyez, l'Apple Watch va être utilisé pour enregistrer son battement cardiaque. Et les parents qui sont en train de faire cette manipulation vont envoyer ce battement de cœur au reste de la famille qui ne se trouve pas dans la région. Donc c'est un moyen de partager la réalité de cette naissance, on va dire, qui n'était pas vraiment possible avant l'Apple Watch. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est rigolo, mais j'y crois pas une seconde pour plusieurs raisons. J'ai essayé d'envoyer les battements de cœur à des gens qui ont des Apple Watch, et il y a une animation qui est instantanée lorsqu'on appuie avec 2 doigts sur l'écran de l'Apple Watch et qui est transmise. Quand on sait qu'il faut à peu près 30 secondes pour faire une analyse des battements de cœur lorsqu'on utilise d'ailleurs l'application Apple qui est dans l'Apple Watch, on se dit que c'est une animation sympa qui sert plus à partager ses sentiments avec l'être aimé qu'à mesurer réellement les battements de son cœur. Hein. Donc moi j'ai essayé plusieurs fois et ça avait pas l'air de correspondre au battement du mien en tout cas. D'accord. Bon alors. Faudrait essayer d'aller courir juste avant et pour voir. Voilà, c'est peut-être un bon moyen de vérifier effectivement, mais je pense que c'est juste une animation. Ouais. Bon alors le cœur, on peut mesurer son battement, on peut aussi le dessiner à la surface de l'écran. Et c'est rigolo parce que Apple essaye d'inventer de nouvelles manières de mettre les gens en relation les uns avec les autres. Et ben justement, il y a beaucoup de célibataires apparemment qui se sont offerts une Apple Watch et qui cherchent désespérément des cœurs à prendre, à qui envoyer des battements de cœur. Battements de cœur. Alors, ça donne évidemment des articles très sérieux, notamment chez Wired, et ça donne aussi des forums. Avec des sortes de spécial battement de cœur. Voilà, des sortes de ces petites annonces. En gros, de célibataires qui cherchent un homme ou une femme à qui envoyer leur battement de cœur. Il y a une des premières applis. Une des premières applis qui est sortie sur Apple Watch, c'est Tinder, qui est une appli de rencontre. Et elle marche sur Apple Watch dès le début. C'est écrit par un de mes camarades qui est maintenant à San Francisco, mais qui a travaillé quelques années chez Apple. Et c'est une appli qui permet de localiser autour de soi des personnes qui seraient disponibles pour une rencontre. Il faut qu'elles aient une Apple Watch aussi. Rencontre rapide et facile. Ça marche aussi sur iPhone. Non, mais je crois que le compte, c'était plus de 2500, c'était combien d'applications Apple Watch? Je sais plus, je vais dire une bêtise. 3005, c'est ça. 3005, voilà. Bon, tu m'as l'air bien au courant de Tinder. Parce que c'est un copain à moi qui l'a écrit. Bon, d'accord, ça va. Forcément, je l'ai téléchargé parce que c'est un copain. Très bien. Bon, il y a des amis, des confrères qui nous font beaucoup rire en tout cas, et puisqu'ils évoquent l'Apple Watch, c'est aussi à nous de choper cette info évidemment complètement bidon publiée sur le gorafi.fr. Il fait une démo avec son Apple Watch et achète accidentellement 3 rafales. Alors, évidemment, allusion à la série de contrats signés ces dernières semaines et aujourd'hui encore au Qatar par François Hollande. Je voulais juste le début. Hein. Alors qu'il surfait sur le site de Dassault Aviation durant une démonstration pour son Apple Watch, un jeune homme a voulu montrer qu'on pouvait effectuer des achats en un clic depuis l'interface de la montre, rien qu'en effleurant sa montre. Efficacité prouvée puisqu'il a ainsi accidentellement acheté 3 rafales. Non, mais parce qu'il faut quand même expliquer, que sur le site de Dassault, il y a un bouton ajouter au panier sur toutes les pages. Hein. Oui, c'est vrai. Donc bon, à moins que vous vouliez, vous dites, je suis sur le site de Dassault, je vais acheter un Rafale, bon. Ajouter au panier, bon. Ce qui est très bon, c'est que la plaisanterie n'est pas du tout du goût de Dassault Aviation, qui a bien enregistré la commande de près de 210 millions d'euros. Nous avons déjà plusieurs personnes qui assemblent les avions en ce moment. Yes. Voilà, le jeune homme tente de négocier une augmentation de son plafond de découvert autorisé à hauteur de 250 millions d'euros. Voilà, non, il faut pas les louper celle-là parce que c'est. Il a un bon banquier. Ils sont excellents. Le Gorafi sont vraiment excellents. Je veux dire, pour ceux qui connaissent pas le Gorafi, vraiment, faut aller parce que tous les jours c'est comme ça. Donc. Ils sont vraiment très très bons. Bon, revenons à des sujets
sérieux parmi ces sujets d'actu. Alors, sans doute pas pour la WDC dans un mois, mais peut-être plus pour la rentrée. On reparle de cet iPad Pro. D'autant plus que Microsoft quand même reçoit pas mal de louanges pour ces nouvelles tablettes. Alors la Surface Pro 3. Voilà, la Surface Pro 3 et la Surface 3 qui sort. La Surface Pro 3, elle n'est pas encore sortie. Dans quelques jours, hein. Elle sort, c'est imminent. Oui. Mais on a l'impression que Microsoft arrive enfin à maturité sur le secteur des tablettes. Et donc, on reparle de cet iPad Pro. Alors, que beaucoup voient arriver avec un stylet, avec la technologie Force Touch qui est apparue avec l'Apple Watch. Ouais. Avec du NFC aussi. Et avec cet immense écran de 12,9 pouces. Voilà, qui pourrait permettre à Apple d'éviter de se faire doubler par Microsoft, même si Microsoft a du retard. Oui, il y a encore un peu de chemin quand même. Voilà, il y a un peu de chemin. C'est un appareil qui vous fait envie, ce très grand iPad, parce que 12,9 pouces. Alors la Surface Pro 3, je l'avais testé quand elle est au moment de sa sortie, c'est-à-dire en août dernier. Ouais, elle était sortie en septembre, donc j'ai testé en août dernier. Il y a clairement une très grosse amélioration par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire que voilà, on sent bien qu'il y a c'est l'écran est plus grand. Avant c'était un écran de 10,6 pouces, maintenant on est sur du 12 pouces. La tablette est plus fine, plus légère. Il y a un stylet avec des applications et des boutons plus adaptés. On sent que Microsoft a enfin trouvé la bonne recette pour sa tablette Surface Pro. C'est pratique parce qu'elle a aussi une autonomie qui est quand même assez conséquente. Maintenant, je trouve que ça reste encore un peu compliqué pour travailler avec. C'est-à-dire que on ne peut pas, à mon sens, faire tout ce qu'on ferait avec un ordinateur. C'est-à-dire que le pari de Microsoft, c'est de dire la Surface Pro va remplacer et l'ordinateur et la tablette. C'est un device, c'est deux devices en un. Pour moi, c'est encore un peu compliqué. Ça marche très bien quand on parle de surfer sur le web, de lire ses mails, de regarder de s'en servir comme Media Center, mais dès qu'on va vouloir faire du Photoshop, du montage vidéo, tout ce qui va être un peu usage professionnel, ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas de on a quand même qu'un port USB, on n'a pas de vraie souris à moins de mettre une souris Bluetooth. Le clavier, il s'est largement amélioré, mais on n'est pas encore au niveau d'un clavier d'ordinateur à proprement parler. Donc voilà, il y a une grosse amélioration, c'est un produit très agréable à utiliser, mais ça ne peut pas encore faire son office de remplacer deux devices en un. Bon, en tout cas, vous voyez dans la vidéo qui est en dessous de vous, c'est une tentative de nous montrer les dimensions de cet iPad de 12,9 pouces, notamment par rapport à l'iPad Air actuel et après, il y a aussi la Surface 3, je pense, à la Pro 3 qui est à côté. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un truc peut-être qui serait gênant avec un iPad Pro, en tout cas si on reprend le design de l'iPad tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est que l'iPad Air est très fin, par définition, et je pense que sur un écran de 12 pouces, ça deviendrait très difficile à prendre en main. Ouais. C'est-à-dire que la Surface Pro 3 tient bien dans les mains parce qu'elle a quand même une certaine épaisseur. C'est pas une brique, évidemment, mais elle est quand même un peu plus épaisse qu'un iPad Air. Aujourd'hui, si on a un iPad Air en version de 12 pouces, je suis pas sûr que ce soit très agréable à prendre en main. Bon, on en reparlera, les amis, parce que ce sera sans doute un sujet d'actualité, peut-être pas avant l'été, mais juste au retour des vacances du mois d'août pour ceux qui en prendront. On en reparlera certainement de ce nouvel iPad Pro au mois de septembre. Merci beaucoup d'avoir été là un petit peu en avance sur l'horaire habituel pour cette 30e édition de d'iWeek, saison 2. Merci beaucoup à Teddy. Vous retrouvez sur myteddyland.com. .net. Non, .net, d'accord. Grégoire Martinez, c'est l'actu techno. Exactement. En kiosque et sur le web, et puis Elie Abitbol, MCS, deux magasins de référence à Nice et à Cannes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir passé cette heure avec nous. Salut. Si vous voulez réagir, nous envoyer vos messages, vos questions, vous connaissez le hashtag iWeekTV, et nous on se retrouve mardi prochain 20h, 21h sur Watch TV où les programmes continuent. Salut à tous.